Je sais pas si... Ok. Bonjour tout le monde. Good morning Dakar. Pour les lève-tôt, nous avons la session tuberculose qui va commencer. Roland Tubiana, maladie infectieuse à la pitié. J'ai le plaisir et l'honneur de partager la modération avec Sylvie Audrey Diop. Bonjour Sylvie. Bonjour Roland, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session tuberculeuse. Je suis infectiologue et je viens de Thiès au Sénégal. Super. Donc, tuberculose, bien sûr, tout le monde sait que c'est un sujet de préoccupation majeur pour la santé dans le monde, avec beaucoup comment dirais-je, de questions qui restent en suspens au quotidien pour essayer d'éradiquer et de traiter au mieux les patients. Si on liste vite, VIH et tuberculose, bien entendu, qui nous préoccupent beaucoup. Le diagnostic de tuberculose, que ça soit la tuberculose la tuberculose latente, la tuberculose extrapulmonaire ou même la tuberculose chez l'enfant ou sur le terrain, la tuberculose en général, les problèmes de traitement qui sont encore trop longs, les problèmes de toxicité, les problèmes d'interaction médicamenteuse avec ces traitements, les problèmes d'observance qui sont indispensables, et bien sûr ce qui en résulte, la tuberculose résistante qui est un problème majeur actuellement. Donc nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir une mini-lecture aujourd'hui qui vont répondre non pas à toutes ces questions, bien entendu, mais tout d'abord aux stratégies diagnostiques Noël Manga et aux stratégies de traitement avec Fabrice Bonnet. Pour gagner du temps et pour bien écouter les deux mini-lectures, je vais lancer Noël Manga diaporama. Vidéo. Bonjour, je peux passer? Bonjour. Bonjour. Noël, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Les slides ne sont pas partagés? Moi, je n'ai pas d'image. J'ai votre nom et le son, mais j'ai pas d'image. Vous n'avez pas d'image. Est-ce que les autres sont là? Sylvie, vous êtes là? Hein? Oui, Sylvie est là, mais on n'a pas de... Moi non plus, pas d'image. Noël, tu dois partager tes diapos. Ok. Voilà, ça y est, on vous voit. Et oui, si on était tous ensemble en live, ça serait plus sympathique. Alors. Fabrice est là aussi? Vous me voyez? Vous voyez les diapos? Non. Toujours pas. Bon. Toujours pas. Ah voilà. Ça devrait venir. De Ziguinchor, ça doit arriver vite. Non, mais j'y étais. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Pas de stress. Pas de stress. C'est bon maintenant? Toujours pas. On vous voit, mais pas les diapos, non. Bon. Excusez. Share screen. Je demande de cliquer sur Share Screen. Voilà. Alors là, ça passe. C'était difficile en fait. C'est bon? Alors, ça va arriver. Ça y est. Oui, ça y est, c'est bon. Allez. Merci.
Merci Roland, merci Sylvie pour cette opportunité qui m'a été donnée pour l'AFA-VIH de partager avec nos collègues sur les stratégies diagnostiques de la tuberculose. Nous avons commencé avec quelques difficultés, donc on va aller très vite. Alors, le plan de ma présentation se déclinera comme suit. Après une introduction, nous allons passer en revue très rapidement les méthodes diagnostiques, ce qui nous permettra d'aller vite vers les stratégies diagnostiques, qu'elles soient individuelles ou collectives, avant de conclure. Alors, l'ampleur de la tuberculose, vous l'avez dit en introduction, Marion, il s'agit d'une pathologie qui touche tous les continents, 130 nouveaux cas pour 100 000 habitants chaque année. Et l'Afrique vient en deuxième position avec presque un quart des cas. Nous avons l'ambitieux programme d'éradiquer cette affection d'ici 2030. Et pour cela, il faudra bien évidemment commencer par un dépistage suffisant et une bonne notification pour y arriver. Alors, il s'agit pour moi aujourd'hui de passer en revue les éléments de diagnostic et de dépistage, en sachant que des progrès ont été quand même réalisés entre 2015 et 2019, mais l'incidence de cette affection reste encore assez élevée, comme on peut le voir ici, surtout en Afrique subsaharienne, où nous avons en moyenne plus de 200 cas pour 100 000 habitants. Alors, dans cette partie en particulier, nous avons un gros problème, à savoir le gap important en diagnostic et en notification, estimé à 40%, touchant surtout les sujets de sexe féminin, les adultes de sexe masculin, autant pour moi, mais aussi les populations vulnérables que sont les enfants et bien sûr les sujets infectés par le VIH. On peut apprécier la différence qu'il y a entre le gap en Afrique et ce qu'on observe en Europe. Il s'agit donc d'une affection qui touche essentiellement les hommes dans la majorité des cas et les femmes adultes, mais les enfants représentent 12% des cas qui sont enregistrés. Effectivement, dans cette partie de l'Afrique occidentale et centrale, nous avons plus de la moitié des cas qui ne sont pas notifiés. Et il y a comme obstacle à la notification les insuffisances en ressources humaines, les insuffisances dans les stratégies, la coordination qui est insuffisante et les faibles capacités de laboratoire. Alors, quelles sont les méthodes diagnostiques que nous avons pour cette affection? Nous avons d'abord l'approche clinique qui passe par les signes évocateurs, parmi lesquels ce que nous appelons habituellement les signes d'imprégnation de tuberculose, la fièvre au long cours, avec les sueurs profuses, l'amaigrissement et l'anorexie, le tout évoluant pendant 2 à 3 semaines. Et puis, bien évidemment, dans l'atteinte pulmonaire, c'est la toux et parfois l'hémoptysie qui sont assez évocateurs. Mais n'oublions pas les manifestations extrapulmonaires, à type d'adénopathie, pleurésie, céphalée, qui peuvent attirer notre attention parce que je considère que la tuberculose extrapulmonaire reste beaucoup moins explorée que la tuberculose pulmonaire. Alors, quelle est la place de l'imagerie médicale? Une place qui est grandissante, avec bien évidemment pour la forme pulmonaire des lésions évocatrices de la tuberculose que l'on connaît très bien, cavernes, infiltrats. Et puis, pour les formes extrapulmonaires, il faudra aller rechercher des épanchements et bien évidemment dans les autres localisations, des atteintes osseuses, etc. Alors, aujourd'hui, des progrès ont été faits dans l'accès à la radiographie thoracique, mais il reste à faire pour les autres accès, notamment pour ce qui est de l'échographie et puis bien évidemment de la tomodensitométrie. Quid de la microbiologie? Et bien évidemment, je partage là un diapo sur les différentes méthodes qui sont bien connues. D'abord, le frottis, qui aujourd'hui, qui est connu depuis plus de 200 ans aujourd'hui et qui nous permet de pouvoir poser le diagnostic classiquement en Afrique, en sachant que c'est surtout la coloration de Zinn-Nielsen qui est favorisée. Aujourd'hui, les programmes sont en train de faire des efforts pour avoir la coloration à l'oramine. Cependant, aujourd'hui, l'accès
à la biologie moléculaire, notamment le expert MTB rifampicine, est de plus en plus net. Alors, je vous parle de Ziguinchor, où nous avons au moins 2 plateformes de jeunes experts qui nous permettent de poser le diagnostic en très peu de temps, donc 2 heures en moyenne. Cela nous affranchit des contraintes de la culture qui, elle, peut durer 2 semaines lorsqu'il faut faire l'antibiogramme en milieu liquide, 6 semaines s'il s'agit du milieu solide. Nous n'avons pas encore accès à des machines telles que le Malditov et les tests immunochromatographiques sont aussi inaccessibles dans notre contexte, mais ils peuvent apporter des éléments d'orientation intéressants. Alors, quid des tests de diagnostic indirect, l'intradermoréaction à la tuberculine reste encore accessible, même si de plus en plus les réactifs se font rares. Et le test IGRA, par contre, n'est pas aussi accessible, en sachant que pour le test IGRA, nous avons des antigènes spécifiques, la technique peut être reproductible et avec une très bonne sensibilité et spécificité qui est moindre pour l'intradermo-réaction à la tuberculine. Les autres méthodes sont les tests immunochromatographiques qui consistent à détecter des antigènes, parmi lesquels nous avons le test à la lipoarabinomanane sur urine, qui a une valeur prédictive positive estimée à 80% chez les personnes vivant avec le VIH et qui se met en place de plus en plus pour aider au diagnostic, surtout des formes extrapulmonaires. L'anapate, bien évidemment, est un apport important pour les formes extrapulmonaires. Nous avons espoir que les nouvelles méthodes qui s'annoncent et qui sont en évaluation et en développement dans le marché vont nous permettre de pouvoir réaliser plus aisément le diagnostic de la tuberculose. Il s'agit d'automates de biologie moléculaire, des point of care, des appareils de microscopie et surtout les tests rapides qui nous affranchissent des difficultés liées à l'énergie. Aujourd'hui, ce qui s'impose aussi bien chez nous que dans les pays occidentaux, c'est essentiellement le gène expert. Et le professeur Sylvie Diop, qui a réalisé l'une des premières études au Sénégal, a montré sur 94 tests réalisés en 2013, surtout chez des personnes vivant avec le VIH, que le gène expert pouvait apporter 2 fois plus de diagnostics que le frottis et qu'au-delà des prélèvements pulmonaires, il permettait de poser le diagnostic au niveau des prélèvements des séreuses, au niveau du LCR et bien évidemment au niveau des liquides de prélèvement ganglionnaire, avec une résistance à la rifampicine qui était de l'ordre de 2,1%. À Ziguinchor, plus récemment, nous avons mené une étude avec des collègues sur cette fois-ci 2174 tests. C'est la décentralisation du gène expert qui nous a permis de montrer effectivement que ce gène expert pouvait être apporté le plus près de la communauté avec des résultats intéressants. Alors, ce gène expert, sa particularité, c'est qu'il a une bonne sensibilité, essentiellement pour les prélèvements respiratoires. Il manque un peu de sensibilité pour certains prélèvements, notamment le liquide cérébrospinal, mais aussi les séreuses. Cependant, il est utile dans le diagnostic des méningites, et on reviendra là-dessus, c'est une recommandation de l'OMS, d'autant qu'il a une spécificité qui est de 100%, est proche de 100% pour pratiquement tous les types de prélèvements. Alors, quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre dans le cadre du diagnostic de la tuberculose? Les stratégies individuelles, d'abord. Il s'agit de stratégies classiques, basées sur la première approche, une approche clinique, la recherche des signes. Globalement, une personne qui tousse pendant plus de 2 semaines doit pouvoir réaliser un frottis avec un minimum de 3 tests. Si ce frottis est positif, on parle de tuberculose bronchopulmonaire. Et s'il est négatif, ce que l'on propose et ce que l'OMS propose dans les International Standards for Scale pour les pays émergents, c'est de traiter une pneumopathie bactérienne communautaire.
et puis de reprendre à la fin de ce traitement au nouveau frottis, qui lui aussi peut permettre d'avoir le diagnostic de tuberculose pulmonaire à bacilloscopie positive. Si ce n'est pas concluant et que la symptomatologie persiste, en ce moment-là, on se rabat sur l'imagerie médicale avec une radiographie thoracique qui, si elle est évocatrice, nous permettra de poser le diagnostic de tuberculose pulmonaire à bacilloscopie négative. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la place proposée pour les sujets VIH négatifs, la place du GeneXpert et de la culture chez nous. Et bien évidemment, ce n'est pas très clair, mais de plus en plus, du fait de la disponibilité, les praticiens ont tendance à avoir recours à ce test lorsqu'ils ont une orientation clinique et radiologique assez évidente. La culture, bien évidemment, est très peu accessible. Je sais que chez les Européens, dans les pays développés, pour avoir fait un stage à Paris, le traitement n'est entamé qu'après avoir obtenu une culture. Peut-être que maintenant, avec le GeneXpert, on ne va pas jusqu'à la culture parce qu'il faut quand même attendre longtemps pour avoir les résultats de la culture. Pour les tuberculoses extrapulmonaires, il est recommandé, là sur la droite, j'ai résumé un peu les différents éléments de la recommandation, les signes évocateurs qui sont variables en fonction de la localisation. Deuxièmement, CD d'une imagerie. L'intradermoréaction à la tuberculine est proposée. Et puis, le GeneXpert arrive en 4e position. L'ANAPAT, si un prélèvement est possible. Et puis, bien évidemment, d'autres examens tels que l'immunochromatographie peuvent, en ce moment-là, être utiles. Les ADA et bien évidemment la culture dans la mesure du possible. Alors, quelques cas particuliers nous interpellent régulièrement, notamment les enfants, chez qui les recommandations de l'OMS de 2016 restent assez claires en disant qu'il faut préférer comme premier test le test de biologie moléculaire, notamment le test au GeneXpert. Mais dans les pays en développement, du fait de la cherté des tests à l'IGRA, préférer l'intradermo-réaction à la tuberculine pour pouvoir poser le diagnostic. Chez les sujets immunodéprimés, surtout dans le cadre de l'infection à VIH, le test XPER reste aussi un test à proposer de manière, un test à proposer en première intention, et des tests tels que les tests immunochromatographiques ont aussi montré leur intérêt, comme on peut le voir sur ce travail qui a été réalisé par l'ONU et qui montre que le test à la lipoarabinomanane permet d'avoir quand même d'assez bons résultats, surtout chez les sujets qui ont un taux de CD4 assez bas. Alors, la tuberculose multirésistante, elle est diagnostiquée de préférence avec le GeneXpert. Premier élément qui alerte, comme on l'a noté tout à l'heure avec les deux publications, 2,1%, 1,3% à Ziguinchor. Après avoir un test qui est RIF résistant, les tests de détection des résistances aux antituberculeux de première et deuxième ligne sont réalisés dans des laboratoires de référence qui sont mis en place par des programmes nationaux. Aujourd'hui, des tests rapides sont en développement et pourraient permettre de faire le diagnostic de suspicion dès le niveau centre de santé périphérique. Alors ailleurs, c'est mieux élaboré, bien évidemment, on fait un prélèvement, on passe à la culture, on fera l'antibiogramme phénotypique et s'il y a résistance, bien évidemment, on envoie aussi dans un laboratoire de référence. Nous sommes à peu près dans le même schéma, sauf que je ne vois pas apparaître ici le GeneXpert. Je ne sais pas où est la place du GeneXpert. Peut-être tout à l'heure dans les discussions, on pourra revenir là-dessus. Alors, pour ce qui est des stratégies collectives, il s'agira d'abord de pouvoir identifier, bien évidemment, les obstacles au diagnostic dans la communauté, dans la collectivité. Alors, dans ce travail qui a été
proposée par des experts des différents pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre du Fonds mondial. Les obstacles suivants ont été identifiés. J'en retiens 4 qui sont les obstacles majeurs. Premier obstacle, c'est la couverture diagnostique et le dépistage. Le deuxième, c'est la capacité technique qui est insuffisante. Le troisième obstacle, c'est la barrière financière, les malades, pour qu'ils puissent bien évidemment se déplacer pour aller faire le diagnostic, qu'ils puissent payer les tests, si les tests ne sont pas gratuits, et les barrières programmatiques, les problèmes liés à une bonne organisation des programmes, etc. Alors, identifier aussi les groupes à risque devient extrêmement important pour pouvoir faire le focus sur ces groupes à risque. Les groupes à risque qui ont été considérés comme étant les groupes majeurs, c'est d'abord les sujets vivant en zone rurale avec une faible densité, où bien évidemment l'accès à une structure sanitaire devient difficile, puisque la faible densité ne constitue pas une priorité pour les autorités. Les enfants de moins de 15 ans, les prisonniers, les personnes vivant avec le VIH, mais dans un autre volet, les personnes qui vivent en zone urbaine surpeuplées avec la promiscuité, etc. Alors, c'est dans ces zones qu'on doit faire le focus sur les stratégies de dépistage collectif. Et ces stratégies doivent être de plusieurs ordres. Les stratégies communautaires, d'abord, qui consistent en une intensification de l'engagement communautaire. Je crois vraiment à cette approche. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient responsabilisées, des agents de santé communautaires, comme on les appelle, les groupements féminins, les groupements professionnels. N'oublions pas qu'il s'agit d'une maladie qui touche surtout les sujets de sexe masculin entre 15 ans et 40 ans. Donc, ces sujets qui sont sur le plan professionnel actifs pourraient bénéficier de stratégies de dépistage. Il faut impliquer tous les secteurs, les tradipraticiens, le privé, la société civile, renforcer les systèmes d'orientation vers les structures de soins, parce qu'il s'agit pour cette communauté de suspecter et puis d'orienter. Renforcer aussi les systèmes de santé pour que le diagnostic se fasse comme il le faut. Alors, ces stratégies communautaires demandent une organisation pour faire de l'information, éducation, communication, de la prise en charge au niveau communautaire et la coordination et le suivi. Il y a eu des études, des expériences qui ont été partagées. Au Sénégal, par exemple, avec le programme national de tuberculose en 2017, 463 organisations, et cela a permis d'augmenter, d'orienter 13 000 personnes vers les structures et d'augmenter, de participer à hauteur de 15% des confirmations de la tuberculose. En Éthiopie, cela a abouti à une augmentation, à un doublement du taux de détection. Alors, on sait notre particularité en Afrique, à savoir le recours aux tradipraticiens qui est le recours liminaire. Il est extrêmement important de pouvoir les incorporer et cette étude m'a énormément inspiré. Il s'agit d'une étude réalisée dans une communauté pastorale en Éthiopie. On a inclus 8 tradipraticiens pour qu'ils puissent orienter. Et sur les 24 personnes qu'ils ont orientées, 13 sont positifs. Ça fait quand même un rapport assez intéressant. Les stratégies qui doivent cibler les groupes spécifiques sont essentiellement des stratégies de dépistage actif au niveau des structures hospitalières. Il s'agira d'aller vers le dépistage de tous les contacts d'adultes tuberculeux, vers les services de santé mère-enfant, de nutrition, la médecine scolaire, le dépistage actif en milieu scolaire et dans les centres ados pour les adolescents. Pour les personnes vivant avec le VIH, c'est l'intégration des programmes. C'est extrêmement important. Une personne vivant avec le VIH qui vient régulièrement en visite chez le médecin qui la suit doit bénéficier à chaque visite d'une évaluation. Et l'évaluation, là, est essentiellement clinique. Et c'est sur la base de la clinique qu'on poussera plus loin. Au niveau des maisons d'arrêt et de correction, bien évidemment, là aussi, on peut appliquer le dépistage actif. Alors là, des expériences de dépistage actif ont montré que ça pouvait entraîner une augmentation de 158% de détection. C'est l'expérience du Kenya. Ailleurs, nous avons une augmentation de 30 à 50% des suspects orientés au Ghana. Alors, sur le plan collectif,
certaines stratégies, l'intégration des stratégies est aussi un élément extrêmement important. Des expériences ont été partagées, notamment chez les enfants, où on peut intégrer les stratégies de chimioprévention du paludisme au dépistage de la tuberculose et de la malnutrition. Chez les PV-VIH, la dispensation d'ARV. Noël, le temps presse, il faudrait conclure rapidement. J'arrive à la fin de cette présentation. Merci. Tout simplement que le dépistage efficient de la tuberculose est un défi majeur, avec une nécessité d'intégration des nouveaux outils et une approche stratégique qui doit être adaptée au contexte, un ciblage des populations à risque, les intégrations de programmes et bien évidemment l'implication des communautés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Noël. Très intéressant. J'espère qu'on aura le temps pour des questions parce qu'on a un petit peu dépassé. C'est fondamental. Nous avons maintenant un expert sur les stratégies de traitement et les nouveautés. Fabrice, le topo attendu avec impatience. Et on regroupe les questions après. Le timing doit être respecté. Merci. À vous, Fabrice. À toi, Fabrice. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de me permettre de vous présenter aujourd'hui les stratégies de traitement de première ligne au cours de la tuberculose. Voici mes liens d'intérêt. Alors, la tuberculose, c'est une succession de révolutions thérapeutiques, puisqu'en 1948 apparaît le premier essai clinique randomisé de l'histoire de la médecine, et l'épidémiologiste Hill et ses collègues montrent la plus grande efficacité de la streptomycine versus l'alitement seul, avec un essai randomisé portant sur 104 malades. 4 malades vont décéder dans le bras streptomycine versus 14 dans le bras contrôle. Il n'y a pas de petit p à l'époque. En 1951 apparaît l'isoniazide, puis en 1955 la première trithérapie à base d'isoniazide, PAS, streptomycine. En 1966, la rifampicine apparaît en utilisation clinique, puis en 1976 la première quadrithérapie rifampicine, isoniazide, éthambutol, streptomycine permet le raccourcissement du traitement de 12 à 9 mois. Enfin, en 1979, apparaît la quadrithérapie que nous connaissons toujours aujourd'hui, RHZ2 pendant 6 mois. Puis plus rien, ou presque, depuis 40 ans. Pourtant, il y a toujours des besoins thérapeutiques en 2020, pour diminuer la mortalité et améliorer le pronostic au cours de l'infection par le VIH et dans des formes graves de tuberculose telles que la tuberculose méningée, les péricardites, l'ascite, les atteintes osseuses. Il y a des besoins également pour réduire la durée du traitement qui est toujours de 6 mois, mais encore pour une meilleure tolérance du traitement, un meilleur profil d'interaction médicamenteuse, une prévention de l'émergence de résistance et enfin des traitements actifs en cas de souche résistante. Je n'aborderai dans la suite de mon exposé que la diminution de la mortalité et l'amélioration du pronostic, ainsi que la réduction de la durée du traitement à travers les traitements de première ligne. Quelles sont nos stratégies à disposition pour répondre à ces objectifs de réduction de la mortalité et de diminution de la durée du traitement? La première stratégie, c'est d'augmenter les doses de traitement antituberculeux. Je parle essentiellement de la rifampicine et de l'isoniazide. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser de nouvelles combinaisons thérapeutiques, incluant les quinolones, le linezolide, voire d'autres molécules. Enfin, c'est de proposer des thérapeutiques immunomodulatrices dirigées contre l'hôte à base de corticothérapie, aspirine, anti-TNF et pourquoi pas statine. Première stratégie, c'est donc augmenter les doses de rifampicine. Il est montré maintenant depuis quelques années que l'utilisation de la rifampicine jusqu'à 40 mg par kilo et par jour est relativement sécure sur le plan de la genèse d'effets secondaires. Est-ce efficace pour autant? Vous avez ce papier de la collaboration Panacea, publié en 2017, qui va utiliser de la rifampicine à 35 mg par kilo, permettant de réduire le temps de culture-conversion à 48 jours contre 62 jours pour le bras témoin, différence qui est statistiquement significative. Donc un effet bactériologique documenté dans la tuberculose pulmonaire. Au cours de la tuberculose méningée, l'utilisation de rifampicine à 600 mg
par voie intraveineuse, ce qui équivaut à 20 mg par kilogramme et par jour par voie orale, permet une réduction significative de la mortalité, mais sur des petits effectifs. Encore une fois, il n'existe pas de toxicité surajoutée dans ces différents essais de phase 2 utilisant de la rifampicine à haute dose. Il reste des questions concernant les interactions médicamenteuses à ces doses importantes, mais les différentes modélisations montrent un effet plafond à plus de 20 mg par kilo et par jour. Deuxième molécule d'intérêt, c'est bien sûr l'isoniazide. Vous connaissez son activité bactéricide précoce contre Mycobacterium tuberculosis, et l'isoniazide est utilisée jusqu'à 15 mg par kilo et par jour dans les formes résistantes. Vous avez ici un papier récent qui montre la restauration de la sensibilité à l'isoniazide à 15 mg par kilo et par jour dans des tuberculos, dans des bactéries mutées et avec une sensibilité qui est restaurée à hauteur de la souche sauvage. Le deuxième argument pour l'utilisation de haute dose d'isoniazide, c'est bien sûr l'association de l'activité bactéricide au phénotype d'acétylation, et il est aujourd'hui bien documenté qu'il existe une activité bactéricide supérieure chez les personnes homozygotes lentes acétylateurs versus les acétylateurs rapides, qu'ils soient bien sûr hétéros ou homozygotes. Enfin, le dernier argument pour l'utilisation de l'isoniazide à haute dose, c'est son utilisation intraveineuse qui augmente bien sûr l'exposition, c'est la courbe de droite, et qui parallèlement va améliorer la culture conversion en réduisant bien sûr ce temps de façon significative dans cette étude observationnelle. Autre stratégie, donc, c'est l'utilisation des quinolones en combinaison avec le traitement recommandé, le traitement standard. Et dans cette étude qui est la même que je vous ai montrée du groupe Panacea, vous voyez que l'utilisation de moxifloxacine avec de la rifampicine à 20 mg kg permettait de réduire un petit peu le temps de culture conversion à 55 jours contre 62 jours dans le bras contrôle, mais avec une différence qui n'était pas statistiquement significative. De la même façon, il existe un échec dans les stratégies de raccourcissement de traitement avec les quinolones, et cet essai utilisant la rifapentine et la moxifloxacine n'a pas permis de montrer d'amélioration du pronostic. Bien au contraire, il existe un taux de rechute dans le bras rifapentine-moxifloxacine largement supérieur lorsque l'on ne traite que 4 mois contre 6 mois, c'est-à-dire la durée standard. Et ces résultats sont confirmés dans une méta-analyse qui montre un échec de la stratégie de l'utilisation des quinolones sur des durées de traitement de 4 mois, avec un taux de rechute en particulier qui est 3 à 4 fois supérieur. Enfin, dans la tuberculose méningée, qui est la forme la plus létale de la tuberculose, eh bien, l'intensification du traitement avec de la lévofloxacine plus 15 mg par kilo et par jour de rifampicine n'a pas permis d'améliorer le pronostic de cette infection létale à 40%. Le linezolide en première ligne a-t-il une place pour améliorer le pronostic? Vous connaissez l'activité bactéricide et la bonne diffusion tissulaire de cette molécule. Le linezolide est approuvé dans de nombreux pays dans les formes de tuberculose résistante. Pour autant, il n'y a pas d'amélioration de la culture conversion dans cet essai de phase 2 qui remplaçait en fait l'éthambutol par du linezolide 2 semaines ou du linezolide 4 semaines. Il n'y a pas de différence statistiquement significative dans la culture conversion. Pour autant, dans la tuberculose méningée, cette étude observationnelle permettait de montrer une meilleure amélioration du score de Glasgow chez les personnes recevant du linezolide versus celles n'en recevant pas, mais il s'agissait d'une étude observationnelle qui nécessite donc évidemment une confirmation dans des études de phase 2 et 3. Bien sûr, il y a de la place pour l'utilisation d'autres molécules dans cet objectif de réduction de la durée du traitement ou d'amélioration du pronostic.
La rifapentine, je vous le disais, a été utilisée en combinaison avec la moxifloxacine, avec toutefois l'absence du succès espéré. Il n'y a peu ou pas de données en traitement de première ligne avec les autres molécules plus ou moins anciennes. Troisième stratégie, c'est l'immunomodulation. Alors, elle est basée, bien sûr, basiquement sur l'utilisation des corticoïdes au cours de la tuberculose ménagée. Et vous avez ici une méta-analyse basée sur le plus gros essai qui est celui de Thwaites et collaborateurs ici, qui montrait donc avec l'utilisation des corticoïdes au cours de la tuberculose ménagée une réduction de la mortalité de 23%, ce qui est confirmé dans cette méta-analyse. Vous savez également dans l'étude PREDART qu'il existe grâce aux corticoïdes une diminution du risque de syndrome de restauration immunitaire au cours de l'infection par le VIH. Et lorsque l'on place les personnes vivant avec le VIH sous 40 mg de prednisone en plus du traitement antituberculeux, vous avez une réduction de l'iris tuberculeux de 14%, ce qui est bien sûr significatif, mais sans toutefois qu'il n'y ait d'amélioration du pronostic vital, c'est-à-dire pas d'impact sur la mortalité. Autre stratégie d'immunomodulation, c'est l'utilisation de l'aspirine avec sa double vertu d'immunomodulation anti-inflammatoire et anti-agrégante plaquettaire. C'est l'hypothèse qui est formulée au cours de la tuberculose ménagée et vous avez donc cette étude de phase 2 qui montre que s'il y a une mortalité ou de nouveaux événements à hauteur de 30% dans un bras placebo, eh bien, lorsqu'on utilise de l'aspirine à 81 mg juste à visée anti-agrégante ou à 1000 mg à visée anti-agrégante et anti-inflammatoire, il existe une réduction significative de la mortalité ou des nouveaux événements cérébrovasculaires. Les anti-TNF, on en est au stade des séries de cas et vous avez tous pu voir par-ci ou par-là des case reports ou des case series d'utilisation des anti-TNF au cours de réactions paradoxales du traitement de la tuberculose ou au cours d'iris tuberculeux lorsque la corticothérapie n'était pas suffisante. Pour autant, quelle est la place des anti-TNF et en particulier de l'adalimumab au cours des tuberculoses dans ces différentes formes? Cela reste bien sûr à préciser. Enfin, les statines, vous savez qu'on en parle beaucoup. Il y a donc ce modèle de souris tuberculeuse où l'adjonction au traitement classique des statines va réduire le temps de négativation des cultures au niveau du poumon. Donc une hypothèse séduisante qui a abouti à la mise en place d'un certain nombre d'essais thérapeutiques portant sur l'adjonction des statines au traitement antituberculeux. Alors, je finirai par quelques essais thérapeutiques un peu représentatifs de ces stratégies. Le premier, c'est l'essai Datura, qui est soutenu par la NRS. Et donc, il s'attache à réduire la mortalité chez les personnes vivant avec le VIH porteuses d'une tuberculose sévère à moins de 100 CD4. Ce sont des patients hospitalisés. Et le bras intensifié va donc comporter des hautes doses de rifampicine à 35 mg par kg, de l'isoniazide à double dose de 10 mg par kg et par jour, et de la prednisone en dégression sur les 8 premières semaines. Et la stratégie va être comparée au bras standard avec pour but de réduire la mortalité de 30% à 15%. Le deuxième essai, grand essai, c'est l'essai Intense-TBM qui s'attache à réduire la mortalité au cours de la tuberculose ménagée chez les personnes infectées par le VIH et non infectées par le VIH. C'est un dessin un peu plus complexe avec un plan factoriel qui vise à évaluer deux stratégies. D'une part, une stratégie de traitement antituberculeux intensifié avec de la rifampicine à 35 mg par kg et par jour et l'adjonction au traitement de l'inésolide à 1200 mg par jour le premier mois, puis 600 mg par jour le deuxième mois. Et la deuxième intervention, c'est l'utilisation de placebo ou d'aspirine, et l'aspirine à visée anti-agrégante plaquettaire, soit 200 mg par jour. Et donc, vous avez ainsi 4 bras qui seront comparés et un critère de jugement qui sera la mortalité
à la semaine 40. Enfin, l'essai Tympani, qui vise à évaluer l'utilisation de l'adalimumab au cours de la tuberculose méningée durant les 3 premiers mois. Il s'agit de 6 injections visant à moduler la réponse inflammatoire qui est impliquée dans la mortalité ou les séquelles de la tuberculose méningée. Et donc, le critère de jugement, c'est la mortalité, mais avant tout la safety dans cet été de proof of concept de phase 2. Vous avez ici un certain nombre d'essais thérapeutiques au cours de la tuberculose méningée visant à réduire la mortalité et les séquelles de cette forme très sévère de tuberculose, et toutes font appel aux standards de traitement que je vous ai évoqués avant, c'est-à-dire l'utilisation de fortes doses de rifampicine, soit orale, soit intraveineuse, ou encore l'adjonction de l'inésolide à plus ou moins haute dose. Et vous avez ici donc des stratégies visant à raccourcir le traitement. Il s'agit donc de stratégies d'essais thérapeutiques qui sont actuellement enregistrées sur clinicaltrial.gov. Et donc, vous voyez des stratégies que je ne vais pas développer, évidemment, je n'en ai pas le temps, mais qui vont comporter l'introduction des nouvelles molécules, plus ou moins nouvelles d'ailleurs, rifapentine, moxifloxacine, rifampicine à haute dose, clofazimine, lévofloxacine, etc. Au final, les messages à retenir, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que le traitement RHG2 a fondamentalement été modifié. Il existe un avenir, en tout cas, pour ce traitement, d'abord par l'augmentation de rifampicine et de l'isoniazide visant à réduire la mortalité et la morbidité de la tuberculose, mais également réduire la durée du traitement. Et qu'en est-il de l'adjonction d'autres molécules à ce traitement de première ligne? On a vu qu'aujourd'hui, les stratégies à base de quinolone avaient quelque peu pris l'eau en termes de réduction d'une part de la durée du traitement, mais également en termes de réduction de la mortalité, en particulier au cours de la tuberculose méningée. On va évaluer donc le linezolide dans la tuberculose méningée avec le but de réduire la mortalité. La place de la rifapentine, clofazimine, bédaqualine pour réduire la durée est en cours d'exploration. Enfin, qu'en est-il des nouvelles stratégies de thérapie dirigées contre l'autre? Il y a de la place pour une optimisation de l'utilisation des corticoïdes dans différentes formes de la tuberculose. Qu'en est-il de l'adjonction de l'aspirine au cours de la tuberculose méningée, des statines, des anti-TNF? Là encore, des essais sont en cours pour répondre à ces questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous un bon courage dans cette période singulière et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. On est tous là. Merci beaucoup, Fabrice. Sylvie. Oui. Sylvie, Noël. Noël est là aussi. Fabrice, bonjour. Bonjour, rebonjour Noël. Merci pour ces 2 topos très instructifs et qui répondaient bien aux objectifs. J'ai pas de questions de la salle. Sylvie, est-ce que tu veux poser des questions ou je commence? Un petit commentaire d'abord, merci. Bien sûr. Oui, remercier les 2 orateurs pour leur brillante présentation qui nous ont vraiment permis de faire le point sur le côté diagnostic et le côté thérapeutique. Pour Noël, juste revenir un peu sur la difficulté que nous avons pour le diagnostic de la tuberculose extra-pulmonaire, tu en as parlé, mais je pense que vraiment, en tout cas dans nos contextes d'exercice, c'est vraiment la forme qui nous pose un peu plus de problèmes. Donc, on peut plus insister donc, sur les méthodes diagnostiques qui nous aideraient vraiment à confirmer. Ça, c'est un premier commentaire. Un deuxième aussi, on reste encore sur la problématique de ce qu'on appelle les tuberculoses à bacilloscopie négale, les TPM-moi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quelle stratégie penses-tu qu'on pourrait ajouter pour vraiment nous conforter, pour qu'on soit à l'aise? Pour Fabrice, dans la présentation de Noël, nous avons vu qu'il y avait des stratégies qui étaient quand même axées également sur certaines populations clés maintenant, dans le cadre de la tuberculose. Est-ce qu'il y a des stratégies thérapeutiques, ou bien en tout cas dans les essais, des stratégies thérapeutiques qui sont concentrées aussi sur ces populations clés, dont certaines sont difficiles d'accès pour voir un peu en termes de raccourcissement
durée du traitement et même en termes de prise en charge, le traitement en tant que tel, avec peut-être des interactions médicamenteuses pour ces populations-là. Voilà donc mes commentaires, des questions. Noël d'abord. Noël d'abord. Merci Sylvie, merci Roland, Fabrice. Effectivement, le diagnostic de la tuberculose extrapulmonaire reste encore un écueil majeur. Et je pense que nous n'avons pas encore suffisamment de moyens diagnostiques en dehors de l'ANAPAT. Et aujourd'hui, avec le GeneXpert que nous avons, quand même, nous arrivons à régler des problèmes. Si nous accédons à des prélèvements, cela permet avec le GeneXpert de pouvoir véritablement avancer, en sachant que malheureusement, pour la majorité des prélèvements qui sont faits au niveau extrapulmonaire, la sensibilité du GeneXpert n'est pas extraordinaire. Mais les recommandations de l'OMS sont très claires. C'est essentiellement dans le NCR qu'il faut le faire de manière systématique. Parce que là, on a une sensibilité à 100% et le diagnostic de la tuberculose neuroméningée constituait jusque-là une grosse préoccupation. Je pense que le GeneXpert apporte quelque chose. Maintenant, il faut véritablement qu'on aille plus loin dans la recherche des stratégies pour cela. Pour la tuberculose à bacilloscopie négative, effectivement, aujourd'hui, avec le GeneXpert, on rattrape à peu près 15 à 20% des cas de tuberculose, voire 30% dans certaines études à bacilloscopie négative. Mais quid des autres? Ça reste toujours une difficulté. La culture demeure, dans ce cas, la principale stratégie que l'on doit pouvoir implémenter en attendant d'avoir d'autres moyens beaucoup plus sensibles que le GeneXpert. C'est ce que je pouvais apporter comme élément par rapport à ces deux questions et à ces préoccupations de Sylvie. Merci. Fabrice? Oui, merci beaucoup. Oui, une réponse concernant les populations cibles. Il y a effectivement les personnes vivant avec le VIH qui posent des problèmes particuliers et vous avez soulevé le problème des interactions médicamenteuses et c'est vraiment un gros travail quand on considère notamment l'augmentation des doses de rifampicine. Il y a effectivement des interactions à explorer qui ne sont pas toutes là parfaitement documentées. Comme je l'ai dit dans l'exposé, avec les hautes doses de rifampicine en particulier, on s'attend évidemment à augmenter l'induction enzymatique et à diminuer l'exposition aux antirétroviraux. Donc là, il y a des données qui manquent encore effectivement pour être sûr de ce qu'on fait bien. En termes de modélisation, en tout cas, il semble qu'au-dessus de 20 mg par kilo et par jour, on atteint une espèce de plateau d'induction et que on peut se permettre donc d'augmenter encore les doses sans augmenter l'induction thérapeutique. Mais on sait très bien que déjà ces doses de 20 mg ou 30 mg kilo, probablement par exemple les doses de dolutegravir sont consignes dans le sang et a fortiori dans le LCR. Mais ce qu'on sait aussi par rapport au dolutegravir, c'est qu'il n'y a pas une relation concentration-effet qui est si importante que ça. Et donc, ça laisse la place quand même pour manager, je dirais, ce traitement antirétroviral en doublant simplement les doses de dolutegravir. Mais c'est clair qu'il y a des interrogations sur cette question. Il y aura des études PKPD qui seront menées dans les études de Intense-TBM et dans les C-Datura. Et il y a des études PKPD qui sont attendues chez l'adulte et également chez l'enfant, qui constitue une autre cible de ces essais, dans la mesure où effectivement la tuberculose, en particulier méningée, est particulièrement incidente chez les enfants. Donc je dirais que ça constitue là les deux populations cibles un peu particulières, c'est les personnes co-infectées et les enfants qui pourraient bénéficier effectivement avant tout de ces ascensions de doses en termes de rifampicine. Merci. Sylvie, est-ce que tu m'autorises à poser deux petites questions encore? Oui, il y a eu aussi une question sur le chat. Il faut vérifier. Il y a une question sur le chat. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas il y a 2 minutes. Ah oui. Question pour Fabrice. Que pouvez-vous dire au sujet des efforts de développement d'un traitement antituberculeux de type pan-TB couvrant aussi bien la tuberculose sensible que résistance?
Pensez-vous que c'est possible, etc. Alors, je n'ai pas les compétences pour répondre précisément à cette question. Évidemment, c'est très séduisant, mais je ne peux pas répondre de façon précise à cette question. Il faudrait questionner plutôt les bactériologistes. Oui. J'ai une question non académique pour Noël et la même, une autre pour Fabrice. Rapidement, en 2 mots, Noël, finalement, avec tout ça, quel est le pourcentage de patients que vous traitez de façon non, avec des tuberculoses non prouvées, des traitements d'épreuves? Parce que finalement, sur le terrain, c'est souvent ce qu'on fait. Et pour Fabrice, est-ce que tu as une idée de pourquoi la frilosité? On a une idée, mais quand même, pour ne pas utiliser en recherche bédaquiline de la manie, par exemple, en première ligne? Ouais. Réponse rapide pour les deux et on passe à la suite. Alors, pour ce qui est du pourcentage de patients traités sans confirmation bactériologique, je pense qu'il pourrait se situer autour de 30%, mais il s'agit essentiellement des personnes vivant avec le VIH et surtout de cas de tuberculose extra-pulmonaire. Alors, on traite beaucoup moins les suspicions de tuberculose pulmonaire sans confirmation. Aujourd'hui, le GeneXpert a largement réduit ce gap. Merci. Et donc, rapidement, oui, l'utilisation des autres molécules en première ligne. Premièrement, il n'y a pas d'essai. Deuxièmement, c'est la mise à disposition. Et troisièmement, pour faire court, par exemple, la tuberculose méningée, ce sont des grosses molécules avec une diffusion intracérébrale qui est probablement tout à fait minime, même si on n'a pas de données PKPD. Et donc, une hypothèse qui n'est pas en faveur de l'utilisation de ces molécules, en particulier dans la tuberculose méningée. Merci beaucoup. Sylvie, je te laisse pour la suite et les présentations suivantes. Merci beaucoup à Noël, merci beaucoup à Fabrice. Merci. Et bravo. Merci à tous. Nous allons poursuivre cette session. Après ces 2 mini-conférences, nous allons avoir droit à 3 présentations d'abstracts. Et nous allons commencer en donnant la parole à Wang Chiang, j'espère que j'ai bien prononcé, qui nous vient du Vietnam, où elle a fait sa formation complétée par un master en santé internationale et maladies tropicales et un doctorat en santé publique. À vous, vidéo. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Han Thị Giang, je viens du Vietnam. Je travaille actuellement en tant qu'enseignant et chercheur au département de santé publique de l'Université de médecine et de pharmacie de Haiphong au Vietnam. Mes travaux sont concentrés sur le VIH-Sida et comorbidité chez les usagers de drogue injectables et les problématiques de médecine du travail au Vietnam. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être ici de vous présenter nos travaux en titre de la prévalence alarmante de la tuberculose chez les usagers de drogue injectables à Haiphong, malgré le contrôle du VIH au Vietnam. Selon la littérature, les usagers de drogue injectables ont des risques de tuberculose jusqu'à 10 fois plus élevés que dans la population générale. La comorbidité de tuberculose et VIH donne le risque d'augmentation de la résistance aux médicaments et des échecs de traitement. Dans le pays à revenus élevés, le VIH a été maîtrisé chez les UDI grâce à l'accès gratuit d'une vaccine au matériel de réduction de risque, au traitement de suspicion et à des services de soins complets pour le VIH. Et d'autre part, une approche de santé publique dans le domaine de l'addictologie. Au Vietnam, la prévalence du VIH est faible de 0,3% chez le cas à 49 ans. L'épidémie de VIH reste concentrée sur le UDI, MSM et le sexuel. Le Vietnam est l'un des 30 pays où la chasse de TB est la plus élevée au monde. La prévalence de TB dans la population générale est de 139 sur 100 000 personnes et la résistance est de 3,5 à 10%, ça dépend de l'étude. Haiphong est une
Vinh se situe au nord-est au Vietnam avec 2 millions d'habitants et une estimation de 10 000 UDI. La prévalence du VIH parmi les UDI reste élevée entre 25 à 30%, cause à des obstacles à l'accès au traitement, des persistes de centres de désintoxication obligatoires et le manque de données sur les comorbidités chez les UDI. De ce fait, nous avons mené l'étude de RIVE qui est financée par la Grèce et le NIDA USA depuis 2016 avec l'objectif général d'évaluer l'efficacité d'une intervention combinée ciblant le UDI sur la réduction de l'incidence du VIH, de l'infectiosité et de la morbidité. Vise à créer une stratégie de lutte contre les obstacles comme le faible dépistage de VIH, la réticence à aller dans le sol et de pratiquer des risques comme le partager des matériels injectables en utilisant des enquêtes ADS, c'est-à-dire Response to Drive-in Safely, répétées annuellement, et le supporter des CBO et la rémunération des CBO. Et nos résultats de 2016 à 2018, la prévalence de VIH était de 25%, le VRC était de 67%, et surtout l'incidence de VIH est moins de 0,05%, c'est-à-dire l'épidémie de VIH est sûrement terminée selon le critère de l'OMS. Pourtant, concernant la TB, on a trouvé que la TB est une des premières causes de décès dans le corps participant. C'est la raison pourquoi on a mené cette étude pour la description de la prévalence de TB et de certaines caractéristiques épidémiologiques chez les UDI en Vietnam. Concernant la méthodologie, on a recruté dans la cohorte de l'étude des usagers de drogues injectables via des ADS enquêtes. Le critère d'inclusion était de âgé égal ou plus de 18 ans vivant actuellement à Haiphong et UDI actif au moment de recrutement dans l'enquête ADS, c'est-à-dire le test urinaire positif à l'héroïne ou méthamphétamine et avait eu des marques d'injection sur la peau. Il faut qu'ils ont participé à la visite de suivi du 18e mois, la cohorte RIVE et ayant signé le formulaire de consentement de l'étude. Tous les tests et le coût associé étaient gratuits pour les participants. Ils ont aussi reçu une compensation de $8 pour le temps, les efforts et le déplacement à l'étude. Voici le schéma de notre étude. On a mené 3 ADS de 2016 à 2018 et à partir de chaque ADS visite, on a choisi des participants dans la cohorte VIH négatif et cohorte VIH positif pour un suivi chaque 6 mois. Et cette partie de l'étude est menée dans le 18 mois. Nous avons 3 étapes de collecte des données. La première étape, c'est dépistage qui a fait dans le site communautaire géré par les CBO en utilisant des questionnaires standardisés sur les symptômes de la TB. Et la deuxième étape, c'est le transfert. Depuis le site communautaire, si le participant est positif avec le symptôme TB, ils ont été envoyés à la clinique TB à Haiphong pour faire radiothoracique et expert crachat. Et la troisième étape, c'est le diagnostic qui est mené par un médecin spécialiste de TB. Si le participant est TB positif, c'est-à-dire il a une radio anormale et le expert crachat positif. Voici nos résultats. Dans le groupe VIH négatif, on a
eu 434 participants qui ont fait le TB questionnaire. Parmi eux, il y a 52% de positifs, 67% qui ont fait des radiothoraciques et 29% qui ont eu une anormale de radiothoracique. Et après, quand on fait l'expert crachat, il y a 7 personnes positives. Dans le groupe de VIH positif, on a 451 personnes qui ont fait le TB questionnaire, 65% qui sont positifs, 88% parmi eux qui ont fait une radiothoracique et 33% ont un normal résultat. Et à expert crachat, il y a 8 participants positifs. Donc, la prévalence totale de TB chez le UDI Haiphong Việt Nam est de 1,7%. Comparé avec la population générale, la prévalence de la TB chez les IDU est 13 fois plus élevée. Ce tableau vous présente les caractéristiques de VIH négatif et VIH positif dans notre échantillon. L'âge moyen de participants était de 42%. La plupart sont des hommes et célibataires et salariés. Malgré que 63% sont sous traitement méthadone, mais il y a encore 64% qui ont utilisé des drogues occasionnelles ou régulièrement. Concernant la santé, les symptômes plus reconnus par les participants sont des sueurs nocturnes, douleurs thoraciques et la fatigue. Dans le groupe VIH positif, il y a 90% étant sous ARV traitement et 82% ont eu une charge virale suppresseuse. Donc, la prévalence de la TB chez la cohorte VIH positif était de 1,8% et celle de négatif était de 1,6%. Dans le modèle de multi-analyse, on a trouvé 4 facteurs de risque pour la TB positive. Ce sont vivant en couple, statut d'hébergement instable, usage de méthamphétamine et ayant arrêté par la police au cours des 6 derniers mois. Et aussi, on a trouvé 3 cas de TB pulmonaire résistant. Comparé avec le Vietnam, population générale de 3,5 à 10% de prévalence de TB résistant chez les UDI est vraiment augmentée. Et avec le support de CBO, on a fait des suivis du traitement de la TB pour 15 cas et il y avait 10 cas de traitement complet, 3 cas de traitement incomplet, un cas qui est mort avant de traiter et un autre cas qui n'a eu aucun traitement. De ce résultat, on a quelques discussions. La prévalence de TB et TB résistant parmi les UDI sont plus élevées que celle dans la population générale, malgré que le VIH est vraiment contrôlé au Vietnam. Et probablement la prévalence de TB est encore plus élevée parce que 37% ayant une radiographie pulmonaire anormale n'ont pas eu de test expert. Donc la prévalence de TB c'est à 3%. Et le manque de différence entre deux groupes VIH négatif et VIH positif éprouve l'efficacité du programme de lutte contre le VIH à Haiphong au Vietnam. Les facteurs de risque de TB sont les vivants en couple, statut d'hébergement instable, usage de méthamphétamine,
et arrêté par la police. L'accès au traitement de TB reste difficile pour les UDI. Pour conclure, premièrement, il est important de se renseigner sur le mode de transmission et le risque d'infection pour la TB chez les UDI. Deuxièmement, les programmes de dépistage de la TB doivent être développés en utilisant l'approche DRIVE via des enquêtes ADS répétées pour évaluer l'incidence de la TB chez les UDI et basées sur les associations communautaires. Le troisièmement, des programmes d'intervention préventive biomédicale doivent être testés avec une priorité donnée aux populations cibles comme les sans-abri, il s'agit de méthamphétamine et les prisonniers. Voici toute ma présentation. Merci de votre attention. Merci. Nous allons poursuivre et nous nous excusons pour la mauvaise qualité du son lors de cet enregistrement. Nous espérons que dans la session questions-réponses, cela ira mieux. Place maintenant à la deuxième présentation portant sur la mortalité chez les patients hospitalisés pour méningite tuberculeuse à Abidjan. Nous donnons la parole à Afoué Gisèle Kouakou, qui est maître de conférence agrégée de maladies infectieuses à l'unité de formation et de recherche en sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et médecin infectiologue en fonction au service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Trècheville. À vous, vidéo. Donc, merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, chers confrères, l'exposé que j'ai l'honneur de vous partager porte sur la mortalité chez les patients hospitalisés pour méningite tuberculeuse à Abidjan sur la période 2009-2018. En introduction, la tuberculose est une maladie infectieuse due au Mycobacterium tuberculosis, avec une létalité qui reste très élevée, surtout dans les athlètes neuroméningés. Et cette létalité est parfois supérieure à plus de 50%. Et dans les travaux antérieurs qui avaient porté sur la méningite tuberculeuse, notamment celle des maladies infectieuses et tropicales à Abidjan, on notait une létalité de 51% selon les travaux de Eolia en 2000 et de 45,5% à Dakar. Son pronostic sévère est lié au retard de mise en route du traitement, et en Côte d'Ivoire, depuis 2015, l'offre diagnostique s'est améliorée depuis la vulgarisation de l'outil James-Bert. Et donc, il nous a paru intéressant d'actualiser, de mener cette étude qui avait pour objectif général d'actualiser les données relatives à la mortalité de la méningite tuberculeuse dans notre service, et en objectif spécifique de déterminer la létalité de la méningite tuberculeuse en hospitalisation et identifier les facteurs associés au décès chez les patients hospitalisés pour méningite tuberculeuse. Et pour ce faire, nous avons conduit une étude rétrospective à visée analytique qui a porté sur la période 2009-2018. Et nous avons analysé les dossiers des patients hospitalisés chez qui le diagnostic de méningite tuberculeuse avait été confirmé ou déclaré probable ou possible. Le recueil des données a porté sur les paramètres sociodémographiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs. Donc, s'agissant des résultats, au niveau des données générales, nous avons recueilli sur la période d'études, nous avons recueilli 164 patients qui étaient hospitalisés pour méningite. Et pour cette étude, 151 patients ont été recueillis sur la base des critères qui avaient été définis pour l'inclusion. Et sur ces 151 patients sur qui a porté l'analyse, nous avons dénombré 58 décès.
Au niveau des paramètres socio-démographiques, il s'agissait d'une population majoritairement féminine, d'âge relativement jeune, avec un âge moyen de 40 ans, qui était infectée par le VIH, 91,4%, et qui avait un antécédent de tuberculose dans 10,6%. C'était une population qui était fortement immunodéprimée, avec une médiane de CD4 qui oscillait autour de 72 cellules par millimètre cube et naïf de traitement antirétroviral dans 35% des cas. S'agissant des paramètres, des données paracliniques, notamment l'analyse du liquide céphalorachidien, à la macroscopie, le liquide était clair dans plus de 80% des cas. Et au niveau des examens spécifiques, la recherche de barre, les techniques conventionnelles étaient positives dans 4% des cas. Et au Janisbergs, on a retrouvé une positivité dans près de 19% des cas. Et donc, le diagnostic final de méningite tuberculeuse a été confirmé dans 7% des cas, probable dans 60% des cas et possible dans 32% des cas. Et au niveau thérapeutique, le traitement antituberculeux a été proposé dans plus de 90% des cas, couplé à une corticothérapie adjuvante dans 60% des cas, et le délai moyen de mise sous traitement était de 29 jours. Concernant la létalité, nous avons globalement enregistré 38% de décès et l'analyse stratifiée sur l'infection à VIH montre une létalité plus importante chez les patients infectés par le VIH, soit d'environ 40% de décès chez les personnes infectées par le VIH, ce qui représente le double de la létalité comparée aux personnes négatives VIH. Et l'analyse des facteurs associés au décès ont montré que la présence d'un trouble de la vigilance, l'absence de corticothérapie adjuvante et la profondeur de l'immunodépression attestée par un taux de CD4 inférieur à 50 cellules par millimètre cube étaient statistiquement associés à la létalité. En conclusion, notre travail revêt une fois de plus la forte létalité de la méningite tuberculeuse, qui est 2 fois plus élevée chez les personnes infectées par le VIH. Et les facteurs significativement associés à cette létalité sont la présence d'un trouble de la vigilance au moment du diagnostic, sur le plan thérapeutique, l'absence de la corticothérapie adjuvante et surtout le retard du diagnostic de l'infection à VIH. Merci pour votre attention. Merci. Sylvie? Ah, voilà. J'introduis le troisième, Laurent? Oui, oui, oui. Oui. Donc, nous allons terminer cette session de présentation abstraite avec Yé Mathieu Nienawole d'Abidjan, toujours, qui va nous parler du modèle d'approche communautaire dans le dépistage de la tuberculose chez les usagers de drogue. Monsieur Nienawole est infirmier de formation spécialisé en gestion de projets et programmes de santé, actuellement responsable des activités de terrain sur le programme Réduction de risque de Médecins du Monde. À vous, vidéo. Mesdames et messieurs,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre salle virtuelle de notre 10e conférence internationale francophone connectée. Nous vous disons merci pour l'attention que vous portez à nos différents travaux. Je suis Mathieu Yé, responsable des activités terrain chez Médecins du Monde Côte d'Ivoire, et je suis celui-là qui est chargé de vous présenter nos travaux sur le modèle d'approche communautaire dans le dépistage de la tuberculose et le suivi des cas confirmés chez les usagers de drogue précaires à Abidjan, Côte d'Ivoire. Médecins du Monde est une organisation internationale qui est présente en Côte d'Ivoire depuis 1986 et qui met en œuvre plusieurs projets, dont celui-là même qui nous concerne, qui est le programme de réduction des risques liés à l'usage de drogue dans le district d'Abidjan, qui est le projet intitulé Yapadra. Yapadra a débuté par une mission exploratoire, ensuite une étude biocomportementale qui a permis de mettre en évidence un véritable besoin au sein de la communauté usagère de drogue. Et Yapadra a débuté concrètement en 2015 à travers une première phase qui s'est déroulée de 2015 à 2017 et la deuxième phase de 2018 à 2020. Et la première phase du projet a été marquée par une étude sur la prévalence de la tuberculose. Et cette étude a montré une prévalence de 9,8 chez les usagers de drogue à Abidjan, qui est plus de 50 fois la prévalence au sein de la population générale. L'étude a permis aussi de mettre en évidence l'efficacité de l'utilisation du GeneSpert dans le diagnostic de la tuberculose chez cette population-là et également l'efficacité de l'approche communautaire dans le suivi des patients déclarés positifs. Le modèle de dépistage qui nous concerne ainsi que la prise en charge de la tuberculose chez les usagers de drogue a pour objectif d'améliorer l'accès des usagers de drogue au dépistage et au diagnostic de la tuberculose à travers l'implication des communautaires UD dans les processus de dépistage et de diagnostic de la tuberculose de leurs pairs. Également, de mettre en évidence un accompagnement par les pairs des UD TB positifs dans les services de prise en charge. La méthodologie est simple. L'identification des pairs éducateurs qui, parmi eux, on utilise des usagers de drogue guéris de la tuberculose, ce qui favorise un peu l'accompagnement. Également, au niveau des centres antituberculeux, on a établi des partenariats avec eux à travers l'identification de points focaux dans les différents centres antituberculeux. À Abidjan, il y en a 5. Ensuite, lors de nos activités, que ce soit au niveau des centres de santé ou dans les fumoirs en outreach, il y a un dépistage un dépistage à travers la collecte de crachats qui est réalisé. Et ces collectes de crachats-là sont acheminées au niveau des centres antituberculeux. Lorsque les patients sont déclarés confirmés à la tuberculose, il y a un référencement qui est fait de ces patients-là vers ces centres antituberculeux et ils sont mis sous traitement et on s'entame par la suite le suivi. Le processus de dépistage, il se fait à travers plusieurs voies. Il se fait à travers les consultations dans les centres de santé où se rendent nos usagers de drogue. Lorsque un usager de drogue se rend dans un centre de santé pour une pathologie quelconque, il y a un screening qui est fait pour la tuberculose et lorsque le patient est positif au screening, on lui collecte les crachats ou on le réfère au niveau du centre antituberculeux pour se faire tester à la tuberculose. Mais le processus qui nous concerne ici, c'est le processus de dépistage en outreach. En outreach, on a deux types d'activités. On a l'activité de maraude tuberculose et les activités de sortie soins et dépistage. Sur les maraudes tuberculose, c'est une équipe de pairs éducateurs qui se rendent dans le fumoir avec du matériel de prévention et de collecte de crachats, qui collectent des crachats et qui acheminent ces crachats-là au niveau du centre antituberculeux. Et lorsque ces patients-là c'est pour les patients pour lesquels les crachats sont déclarés positifs à la tuberculose, le père éducateur les accompagne au centre de santé pour leur mise sous traitement.
Et lorsque ces patients-là sont mis sous traitement, il y a un processus d'accompagnement à travers l'approvisionnement en médicaments antituberculeux, les visites à domicile, l'accompagnement de ces patients dans leurs différents contrôles médicaux. Il y a également l'organisation de groupes de parole qui permet de pouvoir véritablement mettre en contact ces patients suivis là. Et ces patients qui participent à ce groupe de parole sont les patients qui ont effectué déjà un contrôle pour lequel le centre a déclaré qu'ils ne sont plus contagieux. Ce sont ces patients-là qui participent au groupe de parole. Et on utilise ces groupes de parole-là pour recueillir des informations pour l'élaboration de nos messages de sensibilisation, pour l'ajustement de nos programmes d'accompagnement. C'est lors de ces groupes de parole aussi, on essaie de recueillir un maximum d'informations et qui nous permet d'ajuster notre programme d'accompagnement. Ensuite, il y a également une éducation à l'observance du traitement. Lorsque les patients sont suivis dans les 2 premiers mois, on les accompagne dans un suivi étroit. Le père éducateur est constamment avec le malade, il doit le voir au moins 2 fois dans la semaine, il doit lui apporter ses médicaments et lorsqu'il finit son premier contrôle et que on ne retrouve pas de bacilles dans ses crachats après 2 mois de traitement, alors on commence maintenant à mettre en application l'éducation à l'observance. On rend le patient de plus en plus autonome, il vient à ses rendez-vous, il vient pour ses médicaments et autres. Et ensuite, il y a également la prise en charge holistique de ces patients-là. Pour tout patient suivi dans notre programme, dans notre programme, il y a un appui nutritionnel qui est apporté au patient. Il y a un accompagnement pour les autres pathologies que pourrait présenter ce patient. Par exemple, si le patient fait un PADU, on l'accompagne au centre de santé, il est pris en charge. Il y a également la médiation familiale qui est faite pour les patients pour lesquels elle est faisable. La médiation familiale, elle n'est pas faisable pour tous les patients, mais ceux pour lesquels c'est possible. Les assistants sociaux les accompagnent et font la médiation familiale. En 2019, nous avons comme résultat 22 séances de dépistage communautaire réalisées, 176 crachats acheminés et testés, 45 UD déclarés positifs à la tuberculose, dont 3 patients co-infectés tuberculose VIH. Parmi eux, 30 ont achevé leur traitement, ils sont déclarés guéris, 1 perdu de vue et 3 patients décédés. Et 11 qui n'avaient pas achevé leur traitement en 2019, qui étaient en cours de traitement. Et en 2020, ils ont achevé leur traitement et ils sont tous déclarés guéris. Donc, nous avons 41 patients qui ont achevé leur traitement et déclarés guéris, ainsi qu'un patient perdu de vue et 3 patients décédés. L'accompagnement communautaire des usagers de drogue via les pères éducateurs et une bonne collaboration avec les centres antituberculeux garantissent à ces populations une meilleure adhésion au principe de dépistage et à la prise en charge de la tuberculose, ainsi qu'un meilleur suivi du traitement. Comme recommandation, nous souhaitons que soit favorisée l'approche communautaire dans le dépistage et le suivi des usagers de drogue atteints de tuberculose, ainsi que les anciens malades, et mettre à l'échelle nationale le modèle communautaire développé via son intégration dans la stratégie nationale de lutte contre la tuberculose. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Je me tiens à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements ou questions que vous pourriez avoir. Sur ce, je vous dis merci. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Oui, merci. Merci aux 3 présentateurs pour ces brillantes prestations. Très belle présentation. On a quelques minutes rapidement pour des questions. Si je peux me permettre d'en poser une à Foué-Gisèle. C'est très intéressant et on voit bien que finalement, par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début, le diagnostic, la preuve diagnostique, on l'a pas si souvent que ça. Et vos facteurs prédictifs de mortalité, ils sont très importants, hein, la corticothérapie, les symptômes, etc. Est-ce que vous avez regardé le délai entre les signes méningés et la mise sous traitement comme facteur péjoratif?
C'est-à-dire entre les PED et machin. Bien sûr, c'est sûr que dans la littérature, c'est rapporté que le retard de mise sous traitement est péjoratif à l'issue qui pourrait être défavorable. Et dans l'étude que nous avons faite, en moyenne, c'est 3 semaines le délai de mise sous traitement. Et l'idée, c'est raccourcir en utilisant des outils diagnostiques améliorés, peut-être combiner les outils pour arriver le plus rapidement possible au diagnostic et initier le traitement dans les meilleurs délais. Merci. Il y a une question encore pour Gisèle sur le chat. Justement, la question, c'était de savoir pourquoi la corticothérapie n'avait pas été administrée chez certains. Très bonne question. La corticothérapie, dans la pratique, elle est systématique, mais parfois chez certains patients qui ont des antécédents gastro-intestinaux, notamment ulcère gastrique ou sensibilité gastrique, qui est rapportée soit par l'accompagnant ou le malade même, ça limite un peu. Donc, c'est un peu cette explication le plus souvent, et le traitement, il est proposé et c'est le patient ou les accompagnants qui honorent les frais de traitement. Donc, le traitement antituberculeux, il est gratuit, mais la corticothérapie n'est pas gratuite. Donc, quand c'est prescrit que c'est pas honoré, naturellement, c'est difficile de l'administrer. Donc, ça aussi, c'est un autre facteur lié à l'accessibilité financière du patient. Oui, moi, Laurent, oui. Roland, si tu permets, j'ai des petites questions. Bien sûr, pour, bien entendu. Et Tijiang, j'espère que je prononce bien. Donc, Mathieu, d'abord, j'ai trouvé votre stratégie innovante et intéressante. J'avais une petite question, une préoccupation. Comment avez-vous géré la stigmatisation? Justement, parce que c'est pères éducateurs qui se chargent de tout avec les UDI. On sait que ce n'est pas toujours évident à gérer. Et l'autre question, c'est aussi, Jean, vous avez travaillé sur les usagers de drogue, si je comprends bien, intraveineuse. Si je comprends bien. Et ici, on parle de la tuberculose, sachant que les moyens de transmission sont plus de contamination pour la tuberculose. Est-ce que vous avez envisagé de travailler également sur les autres, les consommateurs d'autres drogues, par exemple, ou d'autres drogues, ou bien aussi savoir quelle est votre définition d'usager de drogue intraveineuse? Est-ce que ce sont les injecteurs ou bien les personnes qui utilisent des drogues intraveineuses, quelle que soit la voie d'administration, que ce soit injecteur ou je vous pose la question parce que j'ai eu à travailler sur cette population-là. Je connais un peu c'est pour cela que je connais un peu les dénominations. Merci. Oui, merci pour votre question. La première question concernant la stigmatisation les usagers de drogue, vous voulez dire? Non, là, je peux? Oui. Je peux? Ok, donc je vous dis merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre présentation. Et pour répondre à la question, il y a une forte stigmatisation des patients tuberculeux au sein de la communauté usagère de drogue. Donc, pour faire face à cette stigmatisation, nous avons deux approches. Il y a une approche qui est centrée sur le patient. Dès qu'il est déclaré positif et qu'il est mis sous traitement, il y a un questionnaire qui lui est administré pour pouvoir, avec lui, identifier le mode de collaboration avec le père éducateur dans le ghetto, afin de ne pas élever des soupçons. Donc, il définit, par exemple, l'endroit où est-ce qu'il doit recevoir ses médicaments. Il identifie des personnes à qui on pourrait demander après lui lorsqu'il n'est pas là. Et c'est lui qui donne les instructions pour ça, pour ne pas que son statut soit révélé. Et secondement, nous avons aussi une sensibilisation qui est faite à l'intérieur des fumoirs, y compris avec les responsables des sites, pour les sensibiliser sur
sur cette pathologie, leur expliquer qu'on peut vivre avec un malade et que l'accompagnement qu'ils peuvent apporter à un malade peut aider le malade à guérir. Donc, il y a une sensibilisation qui est faite sur toute la communauté pour baisser la stigmatisation au niveau de cette pathologie-là. Et il y a un autre travail qui est fait en collaboration avec le patient pour limiter véritablement la divulgation de son statut. J'espère que j'ai... Merci. Je peux? Oui. Oui, moi, merci encore. On voit bien que l'aspect communautaire, ce que tu as montré à Abidjan avec Médecins du Monde, il y a un effet préventif sur certaines issues, hein, telles que la tuberculose, le VIH, etc. Je voulais demander, est-ce qu'au Vietnam, suite à vos conclusions ou déjà en amont, il y a des prises en charge communautaires de ce type-là et des prises en charge préventives de cette population? On a vu par exemple qu'être passé par la police, c'était péjoratif. Est-ce qu'il y a, par rapport au groupe de drogue intraveineux, est-ce qu'il y a de la prévention faite par des associations ou des gens qui pourraient travailler de façon communautaire aussi au Vietnam? Oui, monsieur, votre question au Vietnam maintenant, actuellement, les préventions de tuberculose, il y a presque 1000 au Vietnam. Maintenant, les usagers de drogue qui est sous-traité de méthadone ou de ARV, ils peuvent être pris en charge par des programmes de prévention publique dans le clinique. Mais pour les adultes dans la communauté, il y a pas aucune prévention. Pour la question. Ok. Oui. Et pour la question de Madame Sylvie. Pour nous, la stratégie de notre équipe, c'est pour recruter des masques, des usagers de drogue dans l'équipe de façon annuelle consécutive. La critère d'inclusion, c'est de héroïne, de drogue, c'est pas intraveineux. Mais après chaque ADS, on a chargé des participants pour le suivi des groupes de suivi. Donc, cette équipe, on a mené pour les participants de suivi. Peut-être ils sont consommer intraveineux ou pas, mais c'est peut-être héroïne ou méthamphétamine ou autre drogue. Ok. Sylvie, je crois qu'on a dépassé le temps là. Oui. Il faut conclure. Je vous laisse conclure. Merci aux intervenants. Je laisse Sylvie conclure en 2 mots parce qu'il est l'heure. Merci à tous. Merci à vous qui avez assisté à la tuberculose très intéressante, qui avait d'abord commencé par 2 minutes portant sur les stratégies diagnostiques et les stratégies thérapeutiques. Et nous avons ensuite poursuivi cette session sur 3 présentations abstraites, notamment sur la prise en charge de la méningite tuberculeuse qui avait déjà été abordée même comme problématique dans les premières conférences. Et les 2 autres ont été axés sur la prise en charge des usagers de drogue intraveineuse, notamment la prévalence de la tuberculose au Vietnam, et un modèle d'approche communautaire très innovant pour le dépistage de ces usagers de drogue intraveineuse atteints de tuberculose. C'était très intéressant. Merci encore une fois à tous et à très bientôt pour la suite, notamment la PIA. Merci.